Vous pourrez poursuivre la discussion tout à l'heure. On va poursuivre avec la présentation de Manuel Pubelier. Jean-Loup nous a rappelé que les atlas Tétis ont été publiés par la CCGM, dont Jean Dercourt avait été un des présidents, et c'est le président actuel en exercice, donc Manuel Pubelier, qui est aussi coordonnateur et animateur d'un programme PICG qui va nous parler de discordance diachrone et évolution des marches continentales en compression en extension. Merci, Monsieur le Président. Et effectivement, je voudrais, pendant cette courte présentation, je voudrais d'abord remercier la Société géologique de m'avoir permis de présenter quelque chose pendant cette journée spéciale en hommage à Jean Dercourt. Jean Dercourt a été mon professeur en licence maîtrise, peut-être même à la fin du DUG à l'époque. Et donc, il m'a beaucoup tout appris en stratigraphie. Et en fait, j'ai continué à utiliser toujours un peu ces concepts pendant mon travail, beaucoup sur le terrain. Alors, j'ai choisi d'utiliser m'appuyer sur un des piliers de la stratigraphie, qui est la notion de discordance, pour essayer de faire une présentation un petit peu générale pour cette audience où il n'y a pas que des tectoniciens ni que des stratigraphes. Et je prends l'exemple donc Donc les discordances, vous voyez, ce sont ces unités qui viennent recouvrir des unités plus anciennes suite à une immersion ou bien une phase tectonique. Et j'ai repris aussi cette figure ici. Alors ça, c'est l'Éocène au-dessus de la montagne Noire. Et j'ai repris aussi cette figure drapée de la carte géologique au niveau encore une fois, du Thanésien sur le Paléozoïque des montagnes Noires, pour vous dire que en fait, dans ces notions de discordance, on avait pas mal avancé quand même depuis une quarantaine d'années. Et c'était dû en grande partie au fait que les données se sont considérablement améliorées au point de vue particulièrement de la sismique réflexion. On a maintenant accès et beaucoup d'échanges, effectivement, comme ça a été montré juste avant par Jean-Loup avec les pétroliers. Et ça, Jean Dercourt nous a beaucoup aidé à faire ce lien avec l'industrie pétrolière au tout début. Également, on a accès à des meilleures données de géophysique ou bien même de forage. Mais ce n'est pas seulement ça. On a aussi, donc, comme ça a été dit par les deux premiers orateurs, une évolution de la vision paléogéographique. En particulier, je reprends encore une fois cette carte. Bon, il y a tellement de... Oh, pardon. Voilà. Cette carte de Borel et Stamfli qui nous montre qu'en cartographie, on a en fait des ouvertures de bassins et leurs fermetures, c'est ça que je vais illustrer un petit peu aujourd'hui, qui sont en V et que ça implique un certain diachronisme. Également, on a avancé pas mal sur les concepts, c'est-à-dire par exemple, ça a été aussi dit précédemment, on sait maintenant que le passage d'une croûte continentale à une croûte océanique, l'amincissement, ne passe pas par l'intermédiaire d'une croûte un peu intermédiaire comme on pensait il y a très longtemps, mais qu'en fait, elle se fait par l'intermédiaire de grands détachements qui viennent amincir, par exemple, la croûte cassante. Et parallèlement, un autre grand détachement qui, lui, fait remonter le manteau par rapport à la croûte continentale et donc permet de soulever ce manteau, de le faire fondre pour créer la croûte océanique. De cette façon, on fait diminuer la croûte intermédiaire, une partie de la croûte inférieure également. Et donc, tout ça, ça va nous permettre je vais essayer de l'aborder en montrant un exemple qui est tout à fait spectaculaire, qui est la mer de Chine. Jean-Loup m'a montré déjà une figure tout à l'heure pour montrer ça. La mer de Chine, c'est un objet fantastique, puisque vous voyez que c'est un bassin qui est en bordure donc de la Chine, mais en fait en face du Vietnam également, des Philippines et de la Malaisie, Indonésie au sud. Et c'est un bassin qui est en V, qui s'est ouvert, on le voit très, très facilement de façon diachrone, avec des déchirures sur les côtés qui vous montrent que, en fait, dans le détail, ça a été un petit peu douloureux à ouvrir. Et ce que vous voyez sur cette carte, c'est qu'en bleu, vous avez la croûte océanique. Ça représente tout à fait, c'est un modèle numérique de terrain qui nous vient de nos collègues chinois du Guangzhou Marine Geological Survey, mais qui nous montre bien la croûte océanique ici, qui a ce qu'on appelle un propagateur qui s'est propagé donc vers le sud du Vietnam ici. Et ce que vous voyez en jaune, ce sont des lanières, un petit peu pour ceux qui ont vu des modèles numériques de terrain du Basin and Range,
qui vous montre en fait les têtes de blocs basculés. Et pour revenir au concept qu'on a vu juste avant, vous voyez qu'un dragage situé juste au contact ici vous montre un granit, donc vraiment de la croûte continentale, qui est daté à 119 millions d'années. Donc, encore une fois, le contact est extrêmement brusque entre croûte continentale et croûte océanique. Alors, évidemment, ce genre de choses, ça implique que l'ouverture a été diachrone et un de nos collègues qui ont travaillé beaucoup, Dieter Franke, avait déjà montré, même déjà d'autres un peu avant, que le rifting, le break-up, c'est-à-dire le passage de l'extension continentale à l'océanisation, eh bien, il était diachrone depuis le nord, où c'était autour de 37-38 millions d'années, jusqu'à la partie complètement au sud, où là, c'était 16, voire même 15,5 millions d'années. Donc, quelque chose qui est quand même vraiment significatif en termes de variation dans le temps. Alors, on peut représenter ça. J'ai repris une figure de Laetitia ici, qui vous montre qu'on a toute une période de rifting continental, où on étire la croûte. Alors, en fait, d'abord, on l'étire, puis ensuite, on l'amincit. Et puis, comme on a une ouverture qui se fait en ciseaux, en V, et bien, au bout d'un moment, on a océanisation, alors que l'étirement continue à se faire dans la croûte continentale un peu plus loin. Alors ça implique qu'il va y avoir, évidemment, la discordance dont on parlait, évidemment, elle va changer au cours du temps. Alors, ce qu'on date très bien, c'est effectivement le passage de l'étirement continental à l'océanisation. Et j'ai repris une figure ici d'une thèse qui vient juste de soutenir il y a à peine un mois à l'Université de Strasbourg, dans l'école Manachal également. Et on voit que dans la mer de Chine, il y a un certain nombre de phases de rifting, il y a principalement 2, et que les dernières séries, donc les séries qu'on appelle post-rift, sont assez nettes quand même à la limite continent-océan. Alors elles se mélangent bien sûr avec, les sédiments se mélangent avec du magmatisme, puisqu'évidemment à la limite entre le continent et l'océan, il y a beaucoup de magmatisme qui se produit, mais quand même, on date relativement bien le break-up dans les mécanismes d'extension continentale. Alors, je vais prendre 3 exemples dans la mer de Chine. On peut redécouper la mer de Chine de façon plus détaillée. Je prends un exemple dans l'est-nord-est, un exemple au centre et un exemple au sud, pour faire simple et rapide. Si je prends l'exemple nord, alors ça c'est un profil extrêmement utilisé parce que c'est celui qui a été utilisé pendant les campagnes IODP récentes, eh bien on s'aperçoit que on retrouve par exemple ici sur un bloc qui est un peu isolé derrière des bassins, des demi-grabens qui sont à vergence continentale. C'est intéressant, on retrouve ça beaucoup sur les marches passives, particulièrement des bassins marginaux. Et quand on regarde avec une bonne sismique le détail, par exemple, dans cette région-là, eh bien, on peut reconnaître une phase un petit peu pré-rift, d'étirement, où on a des petits grabens qui se font avec des petits dépôts. Alors ça date du Crétacé ou du Paléocène en mer de Chine. Puis une séquence qui est une séquence Saint-Rift, une première séquence Saint-Rift qui est ici. Et puis une deuxième séquence Saint-Rift qui se termine avec quelque chose qui est assez typique. Ce sont des bassins un peu en U qui vous montrent en fait que l'activité de failles très plates ici et qui crée ce genre de structure. Alors moi j'aime bien corréler ça avec le terrain et sur la marche chinoise on voit très bien ici de la même façon un bloc basculé avec des petits grabens qui ont existé tout à fait similaires à ceux-là. Et on peut voir les sédiments qui sont à l'intérieur. Dans la partie centrale, vous voyez que ça, c'est la première coupe qui a été faite complète de marge à marge, mais je ne montre que la marge nord, où vous voyez donc un boudinage de la croûte sur une zone extrêmement grande avant d'arriver à la croûte océanique. Alors, regardons donc la première zone. Ça, c'est la même zone sismique que je vous ai montrée. Donc, encore une fois, une partie d'un premier rift, une première séquence Saint-Rift, 1, puis une deuxième séquence Saint-Rift 2. La première, c'est entre 50 et 60. On n'arrive pas à forer, bien, du moins à dater la base. Et ça va jusqu'à environ 37 millions d'années. On peut corréler ça avec des variations des courbes de subsidence. Et puis ensuite, une deuxième série Saint-Rift entre 37 et 32 millions d'années jusqu'au break-up, donc le passage de l'étirement continental à l'océanisation qui est à 32. Si on va dans la zone au centre,
Alors là, on voit une différence, mais un peu les mêmes séquences, avec un Saint-Rift 1 qui est entre 55 et 28 millions d'années, donc plus jeune, une séquence R2 qui est entre 28 et 23 millions d'années, on peut discuter 23, 24, et puis un break-up qui est plus récent, qui est à 23 millions d'années. Pareil, on retrouve ça dans les courbes de subsidence. Et puis dans la zone sud, eh bien, on s'aperçoit qu'on a toujours, en regardant les mêmes séquences Saint-Rift, une première séquence entre 45 et 25 à 23 millions d'années, et puis une deuxième entre 23 et 16 millions d'années. Le break-up, il est à 16 millions d'années. On arrive même, avec les données qu'on va travailler avec Total, justement, à trouver un âge qui serait plus proche même de 15,5. Donc, encore une fois, une migration dans le temps de ces séquences discordantes. Et ça, c'est très important parce qu'on le savait ponctuellement un peu partout. On le montre aussi dans notre géologie européenne. Mais là, on voit des migrations qui sont extrêmement rapides. Alors, pour avancer sur le sujet en général, tous ces bassins, alors là, je prends ponctuellement l'exemple de l'Ouest Pacifique, tous ces bassins se développent en V. Il n'y a pas que la mer de Chine. Vous avez ici la mer de Tasmanie, vous avez la mer de Corail, c'est également un V, le Fidji, le bassin de l'eau ici. Et tous ces bassins ont toujours étiré la côte continentale de façon considérable. Ici, pour vous donner un exemple, eh bien, la marge australienne, elle s'est tirée de pratiquement 3000 km, donc c'est énorme. Et le devenir de ces bassins marginaux, eh bien, c'est qu'en fait, ils sont voués à se fermer assez rapidement. Alors tout ça, c'est ce qu'on voit sur les cartes Tétis, mais là, on a des exemples où ça se passe actuellement. Et vous voyez que la fermeture, ici, elle est due au fait de plateau d'Otong-Java, qui est ici, qui rentre dans la subduction, qui empêche l'étirement en arrière-arc de ces bassins, eh bien, coïncide exactement avec la formation d'une chaîne, qui est la chaîne centrale de Nouvelle-Guinée, qui, elle, monte à 5000 mètres, donc c'est une très grosse chaîne. Et la migration, elle se fait pour montrer la fermeture en fait, du bassin. Et cette fermeture, elle est également en V. Elle a commencé au Miocène supérieur ici, elle se propage, elle est toujours active dans cette région-là. Donc ça, c'est important pour essayer de comparer l'intérêt de ces discordances. Alors, en résumé, on se dit, voilà, puisqu'on a montré la discordance sur les blocs basculés en mer de Chine, on peut regarder en mer de Chine également la fermeture du bassin qui était juste à côté de la mer de Chine, qui existait avant que la mer de Chine s'ouvre. On appelle, c'est pas très joli, mais c'est la proto-mer de Chine du Sud. Et ce bassin de proto-mer de Chine du Sud, eh bien, il s'est ouvert en arrière-arc pendant le Crétacé, et puis à une petite reprise à l'Éocène et l'Oligocène. Et puis, il s'est ensuite resserré, a créé un prisme qui est la chaîne de Bornéo, et c'est terminé avec l'obduction des ophiolites de ce bassin sur Bornéo. Pendant ce temps, et on le savait déjà en gros, eh bien, on ouvrait la mer de Chine ici. Alors ça, c'était un vieux papier qu'on avait fait en 2005 au bulletin de la Société géologique de France et qui montrait donc l'ouverture de la mer de Chine pendant que se fermait la proto-mer de Chine. Ces bassins étaient tous les deux et sont d'ailleurs, pour la mer de Chine, étant ciseaux. Alors, par contre, quand on veut essayer de dater la fermeture, on est moins précis que pour l'ouverture, pour la bonne raison que, en fait, quand on vient subduire une marge continentale avant la collision, et bien, en fait, cette marge, elle s'amincit petit à petit, elle finit par être pratiquement de l'épaisseur d'une croûte océanique, et donc évidemment, quand elle rentre dans la subduction, elle ne va pas tout de suite créer de la topographie. Il va falloir attendre un petit peu qu'on subduise une marge un petit peu plus épaissie. J'ai repris ce schéma de François Sapin. Mais quand même, on arrive à dater entre plusieurs points. Mettons, j'ai pris d'autres points ici, entre Bornéo et Palawan. On voit quand même une migration des discordances et des grands deltas qui se mettent en place après la collision. Alors, toujours une photo de terrain aussi pour montrer le prisme ici de Bornéo. Alors, bon, la lumière ne le montre pas trop, mais vous avez ici des anticlinaux de rampe qui sont assez nettes, et puis vous avez le front chevauchant ici, donc ça c'est une petite structure. Vous avez ici, pour montrer la discordance, je reviens sur cette figure, vous voyez très bien un prisme d'accrétion avec ses failles inverses, vous voyez ici le front du prisme, vous avez des mass transport deposits qui sont à l'avant, et puis une discordance dessus,
c'est ça qu'on essaye de dater, qui vous montre que le prisme est mort, donc la collision s'est faite, et dessus, on édifie une plateforme continentale qui est très bien datée, par contre, en fin de courant sismique. Voilà. Alors, on voit donc finalement une migration non seulement de la discordance, mais en fait de tout le système qui étire la marge, c'est-à-dire d'abord l'étirement, puis l'amincissement, puis le break-up. Et c'est l'ensemble qui migre de l'Est vers l'Ouest de la mer de Chine. Alors, on peut remettre ça évidemment sur un diagramme de façon un peu simplifiée, et on le corrèle, et ça marche bien au premier ordre, avec le système qui ferme la protomère de Chine, juste à côté, où on avait une subduction. Alors là, ce n'est pas un ralentissement de la subduction, mais c'est en fait le passage des séries distales aux séries proximales qui sont charriées sur le prisme, jusqu'à ce qu'on ait la collision, ou bien la subduction continentale, si vous voulez, avec un paroxysme aux alentours de 16 millions d'années dans l'Est. Et ensuite, tout le système s'effondre et on a surtout de la tectonique verticale. Bornéo remonte, au contraire, c'est probablement lié à un slab break-off. C'est quelque chose de post-collision. Alors, on a ensuite essayé on peut essayer de réfléchir un petit peu de façon philosophique à la façon dont ça marche. Et j'ai tourné ici la mer de Chine. Alors, ce n'est pas très beau de tourner les bassins, mais ça permet de faire une figure qui vous montre aussi donc, la partie de la mer de Chine qui est très ouverte. Alors ici, c'est un vrai océan, en fait. Et puis, une partie où les marges sont très proches, avec une croûte océanique qui est très bien datée à partir des anomalies magnétiques et qui se termine en propagateur dans cette région-là. Et puis, enfin, on passe en domaine continental à finalement un rift intracontinental. Et quand on imagine ce qui pourrait se passer si on refermait ce système-là, eh bien, on observerait dans la partie largement ouverte une subduction, avec finalement probablement l'ouverture d'un bassin hiérarque, un arc rémanent et puis un arc actif plus loin. Dans la partie très étroite, avant le propagateur, on aurait finalement des chevauchements lithosphériques de deux croûtes l'une en face de l'autre, et ça serait par exemple un exemple pyrénéen, tout à fait. Et puis, enfin, dans la partie rift intracontinental, on aurait un rift inversé, avec beaucoup de sédimentation, et c'est le cas d'ailleurs dans le rift ici au sud de la mer de Chine, puisque c'est le bassin de Namconson. On a travaillé également aussi avec Total, qui est rempli de sédiments et qui est en fait un des domaines pétroliers importants de la mer de Chine. Et Dieu sait si géopolitiquement c'est important actuellement. Alors pour avancer et conclure un peu cette présentation, on s'est mis à faire un projet qui est un projet PICG. Et c'est la CCGM en fait qui est principal investigateur sur ce projet. Et c'est surtout Camille François qui s'en occupe. Et il y a un papier qui vient de sortir dans Épisode. Et on essaye de reprendre les chaînes de montagnes du monde de façon assez simple, avec une chaîne de montagnes générique qu'on a fait, dans laquelle on a la chaîne de Piémont, dans laquelle on a le prisme orogénique, puis les zones internes et les bassins molassiques discordants. Et plutôt que d'essayer de faire des systèmes compliqués, on voit en transparence ou bien avec des pyjamas compliqués la superposition des épisodes, principalement métamorphiques. Et on a dit on les met tout simplement les uns sur les autres et puis on peut les retirer si on veut et essayer de voir quelle était la chaîne qui existait avant celle qu'on voit. Alors, comme ça. Alors, quand on fait ça, on rentre dans des difficultés épouvantables. Par exemple, entre l'Asie et puis l'Europe, on a l'Indocinien, principalement triasique en Asie, avec des zones qui sont assez larges, des grands blocs, en fait, et puis des zones un petit peu resserrées au Cimérien d'Europe. Alors, je ne connais pas très, très bien ça, mais qui montrent qu'on a des fermetures, enfin, des fermetures qui sont au Trias assez loin, mais assez peu représentées, peut-être dans les Mauritaniques, simplement. Et quand on regarde aussi de loin, on s'aperçoit qu'entre
l'Indocinien qui varie en âge pas mal entre le Trias et même quelquefois la base du Jurassique en Asie, et puis l'Hercynien tardif, finalement, on n'est pas très très loin, et donc il faut faire attention justement à ces histoires de migration en ciseaux des orogènes, tout comme on avait vu des ouvertures en ciseaux des bassins. Ou bien, quand on regarde par exemple l'Oural, l'Oural c'est typiquement une chaîne hercynienne, ça se déforme principalement au Carbonifère. Et puis quand on la suit, parallèlement, on arrive au Témir. Et le Témir, c'est de l'Indocinien, c'est du Trias. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Et c'est ça qu'on essaye de démêler dans le projet. Et ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà, je terminerai avec une figure qui a déjà été un petit peu montrée finalement avant, dans laquelle si on reprend les téticides au sens de Chelal-Chengor, on s'aperçoit qu'on a, c'est assez curieux, on s'aperçoit qu'on a une zone très, alors vous connaissez bien ça, les gens de Tétis d'ailleurs, on avait fait ça un petit peu ensemble aussi, on avait participé un petit peu. On a la zone déformée qui est assez étranglée en Europe, alors qu'elle est très très large en Asie du Sud-Est. Je ne sais pas à quoi c'est dû exactement, probablement la taille des blocs qui sont riftés. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et ça mime de façon surprenante les reconstructions qui sont faites sur la terminaison de la Paléothétis pendant que la Néothétis s'ouvre de l'autre côté. Voilà. Et je vous quitte sur ces idées. Le diachronisme des déformations et leur enregistrement sédimentaire, c'est quelque chose qui est normal. Les bassins en V, ils sont tous normaux. On en fait très peu d'ouvertures cylindriques, ça serait un cas particulier. Les unités discordantes permettent de bien dater les étapes de l'extension. Par contre, quand on regarde la compression, c'est plus difficile parce que c'est progressif. On fait d'abord rentrer une marge mince, puis une marge plus épaisse, etc. Donc, c'est un petit peu plus difficile à dater. Et enfin, puisque les grands océans ne sont pas cylindriques, forcément, il y a des migrations de la déformation, comme il y a eu des migrations de l'ouverture, et dès lors, il faut faire un peu attention aux phases tectoniques, au nom qu'on donne d'un côté de la chaîne à l'autre, et c'est quelque chose qu'il faut faire attention. On essaye de faire ça dans le cadre du PICG. Voilà, merci de votre attention. Merci, merci Manu pour voilà, nous avoir donné aussi les résultats de ce PICG, pour ces messages très clairs. On a le temps pour des questions, peut-être que tu peux rester là. Pour parler dans le micro pour que les gens... D'accord, très bien. Merci Manu. On voit bien tout l'apport, ton apport en fait, au travers de cette approche cartographique qui est vraiment fondamentale. Il y a juste une question que je me pose. Est-ce que, et je pourrais faire le même reproche à l'équipe de Strasbourg, on discute beaucoup autour de ça quand on travaille sur les marges dans le programme Orogène, par exemple, les paléomarges. Est-ce que en mettant trop de modèles dans la carte, c'est-à-dire on prend un modèle générique de chaîne et puis ensuite on fait une cartographie des différents domaines, un peu comme Gian Retto fait et ses élèves font une cartographie des paléodomaines de la marge dans les chaînes actuelles, etc. Est-ce qu'on ne prend pas le risque de finalement ne trouver que ce qu'on a mis dans le modèle au départ à partir de ces cartes? Est-ce qu'il ne faut pas, ou alors il faut faire très attention à se focaliser sur les anomalies par rapport à ce modèle qu'on a mis au départ? Ça m'inquiète un peu, même si je vois bien toute la puissance de cette approche quand les chaînes se comportent comme on a envie qu'elles se comportent. Mais ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, d'abord, tu as tout à fait raison, hein, mais en recherche, tu sais qu'on a une plateforme sur laquelle on construit avec des modèles, avec des données, puis après, on va un petit peu plus loin, justement, en regardant les anomalies. Et effectivement, là, on fait très, très attention. D'abord, au point de vue des données, la mer de Chine, il y a des dizaines de milliers de kilomètres de sismiques qui ont été faits. Donc là, c'est un exemple absolument formidable pour bien dater, pour bien voir l'évolution des structures, l'évolution du style de rifting, la migration du rifting, toutes ces choses-là. Donc là, on a beaucoup de données. On a un point, justement, qui est précis, je pense, en mer de Chine, même s'il y a toujours des tas de choses à revoir. De l'autre côté, ce que j'ai mis à la fin, c'est plutôt une philosophie. Je me suis dit, voilà, quand on prend un bassin V, on voit les différences.
Qu'est-ce qui se passe si on le referme? On s'attend à voir ça. Ce n'est pas une théorie. Là, je vais juste montrer des exemples pour sur la façon dont ça se passe. Ouais, tout à fait d'accord. Merci. Une autre question, un commentaire? Moi, j'ai une question très générale qui s'adresse aussi bien à Eric, à Jean-Luc, à Manu. On voit bien l'apport des reconstructions, et pas seulement pour chercher du pétrole. Pour la géodynamique, c'est fondamental. Mais quid du futur de ces reconstructions, puisqu'on a vu les sponsors, hein, c'était essentiellement des compagnies pétrolières. Cette source de financement va se tarir, elle l'est déjà en partie. Ces reconstructions, elles peuvent servir à autre chose, à faire de la géodynamique, mais ça rapporte pas beaucoup d'argent. Mais il y a des sujets qui sont vitaux maintenant. C'est le climat et donc l'intérêt du paléoclimat, mais c'est aussi les ressources métalliques et tous les liens entre la géodynamique et le magmatisme, puisque les ressources métalliques sont souvent, pas uniquement, mais associées au magmatisme. Donc, est-ce qu'on ne peut pas continuer pour aller plus loin, pour faire des reconstructions qui soient plus orientées vers justement le magmatisme, les ressources métalliques et le paléoclimat? Je vais commencer peut-être à répondre déjà, puis ensuite peut-être que mes collègues veulent avancer. Tout d'abord, dans l'immédiat, alors pas sur les applications, mais par exemple dans le cadre du PICG, ben on s'est mis en accord avec l'Université de Sydney qui travaille maintenant justement avec nous, et on s'intéresse à partir de maintenant à faire le problème inverse, c'est-à-dire que nous, on a reporté sur des bases de géologie des zones déformées du globe, alors c'est de la Lune, hein, bien sûr, alors que dans le groupe de Muller, eh ben, il parle beaucoup de la cinématique des plaques, des anomalies, etc. Et on s'est dit, ben, si on faisait le truc inverse, c'est-à-dire qu'on prenait la carte actuelle, on reporte les zones déformées sur les reconstructions, et on voit là où ça marche et là où ça ne marche pas. Et je pense que ça va être très intéressant parce qu'il y a des endroits où on va avoir des gros gaps, et là, ça va nous faire avancer, mais encore une fois, c'est la géodynamique qui va avancer. Maintenant, sur l'aspect que tu disais, l'avenir des reconstructions, ben, c'est évident que c'est sociétal. Principalement, il va falloir voir le lien avec les courants marins, que ça change, avec l'abondance de croûte océanique, le carbone qu'il y a dans le manteau et dans la croûte, toutes ces choses-là, c'est sûr. Moi, si je peux faire une réponse partielle, par exemple, justement, sur le projet Earthbite, les contributeurs miniers australiens participent beaucoup. Si vous allez sur le web, il y a par exemple différentes simulations qui sont faites sur la distribution des gisements avec une cinématique. C'est un exemple. Là où j'ai plus d'inquiétude, moi, c'est ce qui concerne tout ce qui est paléoclimat. On a des grosses équipes en France qui travaillent sur les données paléoclimatiques, mais pour eux, par exemple, la paléogéographie, ils ne sont pas impliqués dedans. Ils récupèrent le produit et ils simulent. Moi, j'ai travaillé sur la simulation des glaciations finies ordoviciennes avec des gens du CEREJ. Ils prennent les cartes qui sont publiées et puis ils simulent. Là, le projet que je vous ai montré, il est en cours de finalisation sur la productivité des carbonates. Ils prennent les 5-6 cartes de l'APSI1 et puis ils font 5 simulations et puis ils voient du coup la sensibilité par rapport à l'incertitude paléogéographique. Mais ils ne font pas de travail en amont sur, on va dire, une sorte de réappropriation ou le développement, disons, national d'un système qui prendrait le relais des projets TETIS. C'est peut-être là-dessus qu'il faut réfléchir au niveau national.